Profitez, on est mercredi. 6h, 9h, votre matinale info avec Pierre Deville. 8h, le journal de Théo Manval. Bonjour Théo. Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une de l'actualité. Le feu continue de faire des ravages dans le Gard. Près de 500 hectares brûlés autour de la commune de Générac. Le vent complique la tâche des pompiers. Le maire de Générac nous attend en direct dès le début de ce journal. À Nantes, la colère toujours des proches de Steve. Ils ne comprennent pas les conclusions du rapport de la police des polices. On va s'y plonger en détail. Dans ce journal également, la mobilisation des proches de la chercheuse franco-iranienne détenue depuis près de 2 mois maintenant par Téhéran. Et puis les critériums d'après Tour de France qui ne font plus recette. Les fans sont toujours là, mais les champions cyclistes, eux, désertent même l'indémodable critérium de Lisieux. Europe 1. Et direction donc tout de suite le Gard, théâtre du plus violent incendie que la France ait connu depuis le début de cet été. Des centaines d'hectares partis en fumée en quelques heures près de la commune de Générac. Générac où le maire nous attend en direct ce matin. Bonjour Frédéric Touzelier. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. À la tombée de la nuit, on parlait déjà de près de 500 hectares brûlés près de chez vous. Est-ce que le feu est maîtrisé ce matin ? Alors oui, il y a presque 500 hectares qui ont brûlé. Le feu, aujourd'hui, n'est pas maîtrisé, il est fixé. Donc ça veut dire qu'il y a toute la vigilance aujourd'hui des corps et sapeurs-pompiers qui sont là pour éviter qu'ils ne repartent, parce que le vent, les Mistral risquent de souffler à nouveau et les températures vont augmenter. Donc il y a toujours des risques. Les conditions sont pas forcément favorables pour les soldats du feu. Est-ce que vous avez pu parcourir un petit peu les alentours de votre commune ? Quel bilan vous faites ce matin ? Alors les alentours, je ne les ai pas parcourus parce qu'aujourd'hui j'étais avec le PC de commandement. Donc je vais y aller sous peu, donc avec mes élus bien sûr. Dans un premier temps, on va aller voir nos agriculteurs sinistrés pour les accompagner un peu dans toutes les démarches qu'ils devront faire. Et puis pour les aider aussi s'il y a besoin en termes de main-d'œuvre pour refaire les clôtures et autres. Ensuite, effectivement, c'est aujourd'hui un désastre environnemental. On a perdu 500 hectares. Générac qui est une commune où tout est boisé. Donc pour nous, c'est vraiment un drame ce qui ne s'est passé. Vous avez dû évacuer 190 personnes qui ont donc été hébergées dans des gymnases. Quel est leur état d'esprit ce matin ? Comment vont-elles, surtout ces personnes ? Alors, il y a eu 190 personnes évacuées, donc 185 ont trouvé des amis, soit de la famille, pour les reloger. On a eu simplement que 5 personnes qui ont été accueillies au gymnase, donc ça veut dire qu'il y a eu un grand élan de solidarité de la part des Généracois et des Généracoises. Bon, dans l'état d'esprit, je pense que les plus touchés sont un peu groggy, effectivement, avec ce qui s'est passé. Mais fort heureusement, aucune habitation, qu'elle soit agricole ou autre, et il n'y a eu aucun blessé, ni aucun décès par rapport à tout ça. Donc pas de victimes à déplorer. Simplement, est-ce que, pour terminer, est-ce que vous avez une idée des causes de l'incendie ce matin ? Est-ce qu'on sait si c'est potentiellement criminel, comme on le redoute souvent ? Je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Je pense que l'investigation de la gendarmerie a été mise en place et va se confirmer ce matin et demain. Mais effectivement, c'est un endroit où il n'y aurait jamais dû avoir de départ de feu, mais on n'en est jamais sûr. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric Touzelier, maire de Générac, dans le Gard, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je précise qu'un autre incendie a sévi aussi dans l'Hérault cette nuit. Il est désormais maîtrisé. Une trentaine d'hectares qui ont brûlé près de Montpellier. Et là, 4 maisons ont été détruites. L'autre grand titre à la une ce matin, Théo Manval, c'est toujours la colère des proches de Steve après le rapport de la police des polices. L'IGPN qui dédouane les forces de l'ordre et qui affirme qu'on ne peut pas faire de lien entre l'intervention policière à la fin de la fête de la musique et la chute du jeune homme dans la Loire. Un rapport qui a fait déjà beaucoup parler depuis hier, mais que dit-il exactement du déroulé de la soirée ? Le détail avec Salomé Legrand. D'après le rapport, il n'y a pas eu de charge policière à proprement parler, Kay Wilson, pas plus que de bons offensifs des forces de l'ordre. Après consultation des bandes vidéo et radio et de nombreuses auditions, l'IGPN note que les policiers missionnés pour faire éteindre la dernière des 10 sonos qui diffusaient encore de l'électro, passé l'heure autorisée, n'ont fait que riposter à de très nombreux jets de projectiles. Leur intervention se situe entre 4h20 et 4h52 du matin. 33 tirs de grenades lacrymogènes
sirènes et 10 de désencerclement ont été recensés. Mais le rapport pointe le fait que si 8 à 14 personnes sont tombées à l'eau cette nuit-là, 3 le sont avant tout mouvement des policiers. Autre point contenu dans le rapport, le dernier bornage du téléphone de Steve Canisso enregistré à 3h16, soit 1 heure avant le début de l'opération de police. L'IGPN conclut en tout cas qu'aucun élément ne permet d'établir un lien direct entre l'intervention des policiers et la disparition du jeune homme. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1, l'avocate de la famille de Steve, dénonce ce matin sur notre antenne un rapport contestable, je cite, car fait de manière beaucoup trop hâtive. Dans la classe politique, ils sont nombreux à ne pas faire confiance à la police pour enquêter sur la police. C'est ce que disent notamment plusieurs élus France Insoumise. Le député Éric Coquerel réclame la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Que le Parlement se saisisse de la globalité de la question. C'est-à-dire pas seulement ce sur quoi cherche la justice, c'est-à-dire un homicide involontaire, mais également comment des policiers sont arrivés à intervenir de cette façon-là pour des faits qui sont mineurs. Quelle est la chaîne de commandement qui a failli, avoir une enquête globale, parce qu'en plus de ça, on est dans un contexte où depuis des mois et des mois, malheureusement maintenant, il y a des actes de la police qui posent vraiment problème, que ce soit vis-à-vis des gilets jaunes, de journalistes, de syndicalistes. Là, c'est des jeunes. On voit bien que souvent, c'est hors de proportion par rapport au risque encouru. Il ne faut pas laisser passer cette affaire, ne serait-ce que pour la famille de Steve. Le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, joint pour Europe 1 par Aurélie Herbemont. Il est 8h05, suite de votre journal sur Europe 1. Eux avaient été au cœur de la présidentielle. Les ex-Whirlpool subissent une nouvelle désillusion. Le tribunal de commerce d'Amiens a validé hier la reprise de leur site par la société Ageco. 138 licenciements, 1 an à peine après une première reprise ratée par l'entreprise WN. Il y a 15 ans, ils étaient plus de 1000 salariés à fabriquer des sèche-linges. Bientôt, ils ne seront plus que 44. La maire d'Amiens, Brigitte Fourré, veut continuer à se battre pour essayer de trouver un nouveau projet. Je ne peux pas dire que je suis satisfaite, parce que comment voulez-vous dire aux 140 salariés qui sont sur le carreau qu'on est satisfait ? Je trouve que c'est bien qu'il y ait cette reprise. Pour autant, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte qu'on trouve des solutions pour l'ensemble des salariés, évidemment. Pour autant, moi je ne désespère pas qu'on réindustrialise le site, parce qu'on voit bien que même dans le cadre de la mondialisation, on a besoin de sites industriels dans des villes comme la nôtre, qui sont remarquablement situées entre tout le bassin d'emploi autour de Bruxelles, Amsterdam, et Lille, et de l'autre côté Paris. Donc moi je ne désespère pas qu'on réussisse à réindustrialiser au moins pour partie le site, mais ça ne veut pas nécessairement dire que l'on retrouvera le nombre de salariés qu'on a connu à l'époque glorieuse des années 70. La maire UDI d'Amiens, Brigitte Fourré, au micro Europe 1 d'Olivier Samin. La suite du journal de Théo Manval, d'abord la mobilisation des proches de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelra. Directrice de recherche internationale à Sciences Po, elle est incarcérée par le régime de Téhéran depuis le début du mois de juin. Les accusations sont floues. Jusqu'ici, le Quai d'Orsay, qui s'active, demandait à ses proches de rester discrets. Aujourd'hui, ils ont décidé de prendre la parole, Mathieu Bock. Si Téhéran n'a pas prévenu l'ambassadeur français sur place, c'est parce que l'Iran ne reconnaît pas la double nationalité de Fariba Adelra. La chercheuse est considérée comme iranienne. Un point, c'est tout. Ne la voyant pas rentrer fin juin comme prévu, ce sont donc ses proches qui ont prévenu le Quai d'Orsay. Mais les autorités françaises leur ont immédiatement demandé de garder le silence, comme l'explique son collègue et ami Jean-François Bayard. La diplomatie française nous a demandé de garder confidentielle cette information. Néanmoins, si d'ici quelques semaines la situation n'est pas dénouée, il nous faudra prendre en main l'accompagnement matériel de Fariba Adelra pendant sa détention. Nous espérons vivement que nous n'aurons pas à organiser cette action de solidarité financière, parce que nous espérons que les autorités iraniennes se rendront à l'évidence. Fariba Adelra n'est rien d'autre qu'une chercheuse. Il ne met en aucun cas en cause la sécurité nationale de l'Iran. Afin de continuer à peser depuis la France, Jean-François Bayard et ses amis prévoient également d'organiser un rassemblement devant l'ambassade d'Iran. Mathieu Bock pour Europe 1. La Corée du Nord a tiré 2 nouveaux missiles balistiques cette nuit. Ils se sont abîmés en mer du Japon. Pyongyang proteste contre des exercices militaires communs à venir dans la zone entre la Corée du Sud et l'armée américaine. On connaît tous l'enfer des plages bondées. Une fois les valises posées et les maillots de bain enfilés, une nouvelle application pourrait tout changer. Un peu à la manière de Waze, Pierre, ce GPS intelligent que vous connaissez et qui vous conseille les routes les moins chargées. Eh bien, 3 plages de Marseille vont proposer de voir leur fréquentation en temps réel via une application baptisée Affluence. Ça fonctionne grâce à des capteurs vidéo installés sur le littoral. Stéphane Frangy est allé voir.
Démonstration smartphone à la main ce matin-là aux abords des plages du Prado. L'élu délégué à la mer Didier Réau fait les relevés. Sur la plage des Catalans, on est à 75% d'affluence et à la plage du David, 5%. On voit bien qu'on a une grosse fréquentation qui s'annonce sur les Catalans toute la journée. Celui qui n'est pas forcément attaché à une plage peut se dire je serai peut-être un peu plus tranquille au David qu'au Catalans aujourd'hui. Voilà. Une plage est bien remplie, l'autre dégagée, 5 km de distance entre les deux. Jérôme, jeune Marseillais accro au bord de mer, est prêt à faire le détour. Oui, sérieux, ouais. Parce que moi, justement, je suis obligé de changer des fois 2 à 3 fois par jour avec l'arrivée d'un masse des gens, quoi. Quand il y a trop de monde, les gens, ils sont limite collés à vous, avec les enfants qui courent à côté. Ça m'est déjà arrivé, moi, qu'on me renverse une glace dessus. Moi, je supporte pas. Installés sur 3 plages, les capteurs permettent de connaître en temps réel le taux d'occupation et de faire des prévisions en fonction des jours de la semaine et des conditions météo. Mais les habitués qui savent où et quand être tranquilles sur le sable ne trouvent pas d'utilité à ce dispositif. C'est le cas d'Armand. C'est bien pour les vacanciers qui cherchent une plage à sa mesure, quoi, mais nous non, parce qu'on est du coin. Tous les matins, c'est le coin ici, là, ouais. Ah oui, c'est tous les vieux du coin. 9h, puis on repart vers midi. Et la mairie marseillaise teste le dispositif jusqu'en septembre et pourrait bien l'étendre à d'autres équipements municipaux. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1. C'est ça le revers de la médaille, c'est qu'il y en a qui ont été peinards. Et puis, ils vont plus être peinards du coup. C'est en principe une tradition. Chaque année après le Tour de France, les coureurs les plus en vue vont à la rencontre des fans. Dans ce qu'on appelle les critériums, ces courses d'un jour qui leur permettent de gagner un peu d'argent et puis aux organisateurs surtout de s'offrir ces stars l'espace de quelques heures. Sauf que depuis plusieurs années, les champions commencent à faire la sourde oreille. Ils étaient très peu nombreux, même hier soir à Lisieux, dont le critérium est pourtant un monument depuis 35 ans. Christophe Lamar. Ils se serrent les uns contre les autres le long des barrières. Certains sont là depuis le début de l'après-midi. Ce serait dommage de rater Warren Barguil. Le champion de France est bien là, oui. Mais les stars du peloton comme Julien Alaphilippe ou Romain Bardet ne viendront pas. Ils invoquent la fatigue et le besoin de couper. Ça, Patricia a du mal à l'accepter. Ils sont pas sympas. Parce que le public, il les attend là. Et ils sont pas sympas de pas venir en fait. Parce que nous, on a envie de les voir sur des petits circuits comme ça. Aujourd'hui, le critérium de Lisieux doit se battre pour attirer les meilleurs. Mais il joue perdant dès le départ face à des coureurs très bien payés par ailleurs. Faire venir Warren Barguil lui a coûté 15 000 €, une jolie somme, mais certains pros estiment que le jeu n'en vaut plus la chandelle. Une menace pour l'avenir selon Bernard Aubril, président du Vélo Club de Lisieux. De moins en moins de cyclistes professionnels de haut niveau seront tentés de participer à des critériums. Par conséquent, la pérennité des critériums, on peut s'interroger. Je m'interroge moins sur la pérennité de celui de Lisieux parce que c'est le premier. Mais je ne voudrais pas organiser la même chose fin du mois d'août. Et de toute façon, fin août, les coureurs ont rendez-vous avec une autre épreuve de premier plan, le Tour d'Espagne. La Vuelta, c'était Christophe Lamar.